J'accueille Sébastien Bonnet et Stéphane Benoliel d'Axience. Merci. Merci. Bonjour à tous et merci de nous recevoir une nouvelle fois ici et avec beaucoup de plaisir. Donc cette fois-ci, on est parti d'une expérience qu'on a eue avec le GHT05 et avec son DSI et RSSI. Donc le DSI, Eugenio Bottinelli, devait nous rejoindre et a une contrainte de dernière minute qui fait qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais avec regret. Donc on a fait assez rapidement une interview filmée qu'on vous présentera, qui sera son retour d'expérience. Donc Stéphane Benoliel, je suis ingénieur de cybersécurité de formation depuis 25 ans et je suis pilote national de l'offre cyber santé chez Axience dans un vertical qui est pour nous très important. Oui, donc Sébastien Bonnet, pareil, je travaille avec Stéphane depuis plusieurs années et puis consultant depuis une dizaine d'années et ça fait plus de 10 ans maintenant que j'accompagne en particulier les établissements publics de santé. On vous en parlera un peu mieux. Petit rappel sur qui est Axience. Donc Axience est un intégrateur de solutions IT faisant partie du groupe Vinci, chez Vinci, dans Vinci Énergie. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est on travaille en collaboration avec des gens qui font de la maintenance industrielle comme Actemium, des gens qui sont sur la partie infrastructure, que ce soit sur la partie power avec Omexom ou aménagement urbain avec Citeos, et des gens dont le métier est la gestion du bâtiment avec Vinci Building Solutions. Je reviendrai sur le sujet tout à l'heure. Donc voilà, autour d'Ainsi avec tous les éléments. Axience, donc c'est un ensemble de solutions et au-delà bien sûr de toute la partie infrastructure, cybersécurité et tout ce qu'on peut faire. Une notion de vertical métier très important et donc l'idée c'est de pouvoir avoir des axes spécifiques et notamment sur le monde de la santé et donc on a une organisation vraiment dédiée à ça qui va de l'organisation commerciale à l'organisation technique et les offres et les solutions que l'on met en place qu'on essaye d'adapter à chaque métier. On est présent dans le monde. Mais ce qui nous intéresse un peu plus, c'est peut-être en France. Donc, pratiquement 2000 personnes en France sur 63 sites. Donc, avec une couverture qui est assez importante. Et du coup, on a une présence au niveau des établissements de santé relativement importante. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de normes. Alors, sans vraiment parler des normes, hein, alors c'est un sujet. Je pense qu'il y a des gens qui vont rentrer dans le détail des différents NIS2 et autres de façon très précise. Nous, on s'est posé une question vis-à-vis de notre échange et de notre travail qu'on a pu avoir avec Eugenio au niveau du GHT. C'est est-ce que finalement, ce qu'on pourrait prendre comme une contrainte, ces normes, ne sont pas aussi une opportunité qui nous permettent d'avancer ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus ennuyeux que le corporatisme ? Peut-être la conformité. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est c'est peut-être un peu moins sexy que la PJ, mais on va parler un tout petit peu de la NIS2 et puis surtout on va faire le lien avec ce qui s'est passé avec le GHT 05. Alors bon, a priori, vous avez un minimum d'idées de ce qu'il y a dans la NIS2 et pourquoi elle est là. Souvent, le problème qui se passe, et ce qu'on peut voir au niveau des établissements, et on en parlait encore ce matin, c'est le problème du millefeuille, on va rajouter des éléments, etc. Vous avez effectivement un contexte, certains établissements qui sont concernés par la LPM. Bon, les OSE se reconnaîtront. Il y a des problématiques aussi à la limite au niveau de la NIS2. Évidemment, le RGPD, on en a parlé, la partie entité critique, et puis donc la NIS2 qui va arriver. Alors, la philosophie au niveau de la NIS2, je pense que elle vous a été présentée, vous en avez entendu parler, etc. Elle est liée justement à un peu l'harmonisation, donc la rationalisation au niveau de l'UE, et ça implique justement un certain nombre d'entités qui vont rentrer à l'intérieur. Alors déjà, il y a une problématique par rapport aux établissements publics de santé, parce que tous ceux qui étaient OSE ne se posent pas la question. Et puis, il se pose la question sur, par exemple, les ESMS, etc. Alors, je suis obligé de vous dire que, comme quand on parle de normes, le mieux, c'est quand même souvent d'aller regarder le texte. Hein. Alors, je ne doute pas que vous avez tous vu le magnifique webinaire de l'ANSSI ou les retours de l'ANSSI. Enfin, pour ceux qui seraient passés à côté. Hein. Donc, je vous le conseille, et évidemment, d'aller sur le texte. Et ce qui est intéressant pour ceux qui ne savent pas trop s'ils sont à la frontière, etc.,
vous avez un focus effectivement sur les pages 64 et 67 de ce texte qui précise les différents secteurs, sous-secteurs, etc. Et en particulier, typiquement, un extrait ici sur les éléments au niveau de la santé. Alors comme je vous le disais, tous ceux qui étaient OIV ou OSE sont de fait concernés par la NIS 2. Mais pour ceux qui se posent la question, ça c'est un argument de poids opposé à une direction, à un groupe, surtout si vous êtes dans le secteur de la santé privée. Alors, le point qui est important une fois qu'on se dit, bon, très bien, on est concerné par la NIS 2, il y a un deuxième élément que vous avez dû voir, je pense que vous connaissez tous le tableau ici. Et donc le point élément ici, avec les considérations, donc taille d'entité, annexe 1, annexe 2, bon, tous les OSE OIV sont qualifiés d'entités essentielles. Un tout petit peu de vocabulaire, je pense que vous avez noté que la partie, il y a eu un changement sémantique, hein, on passe d'opérateur à entité, bon, c'est à peu près tout. Et ce qui change, c'est effectivement la typologie des sanctions, et ce qui fait que normalement, vous attendez parler beaucoup plus de la partie NIS 2. Alors, ce qui est intéressant de noter ici, et comment on peut s'y préparer au-delà des référentiels, ce sont les prérogatives qui sont associées. Alors, très simplement, avant de passer au rétexte pur et dur, je pense qu'en partie, vous avez, j'imagine que vous avez ces informations-là, deux axes. Le focus, effectivement, sur différents types de sanctions et de contrôles. Donc, vous avez, pour les entités essentielles, ce qu'on appelle des contrôles qui pourront passer justement par des scans de sécurité justement ou des audits ad hoc. Ça c'est un point important. Ça fait un peu le lien avec lorsqu'on avait hôpital numérique ou open, on était plutôt sur des déclaratifs. Là il y aura des contrôles. Et puis évidemment l'appréciation par rapport à ce qui aura été déclaré. Et en particulier si typiquement j'avais déjà été mis à l'amende par le passé. Tiens, je suis dans le viseur. Et puis aussi un point important, ça, je pense que ça fait bien le lien avec la conférence précédente sur le degré de coopération. Bon, une fois qu'on s'est dit tout ça, pour pas vous perdre, globalement, si on devait résumer tout ça, quoi de mieux qu'un petit mind map? Allez, le NIS 2 en 10 secondes. Donc, la santé, d'après l'annexe 1, une entité essentielle. Les mesures telles que décrites, donc, dans le texte, en attente du décret, je pense que vous le savez, on va en reparler. Et puis les différentes sanctions qui sont présentes ici. Je passe très rapidement sur un petit zoom pour des raisons de vue pour tout le monde sur le cœur des mesures. Bon, je pense qu'il y a des gens de l'ANSSI dans la salle. La seule chose aujourd'hui publique sur les mesures imposées pour le moment sont ces éléments-là qui sont présents dans le texte tel que présenté ici. Les éléments de maturité qu'on a en plus par rapport à ça, écoutez, nos amis belges, une fois n'est pas coutume, ont été plus rapides que nous. Ils ont publié le décret d'application. Alors il est assez long, mais alors des charges, il est en français et en flamand. Il donne quelques éléments complémentaires par rapport à ces points-là. Évidemment, il y a des travaux en cours avec l'ANSSI qui ne sont pas des travaux publics par rapport aux objectifs de sécurisation, mais ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée par rapport à justement le cœur des mesures. Et le point qui est important par rapport à ça, c'est que si on regarde rapidement ces mesures-là, on se dit, tiens, il y a quand même des choses dont on entend parler depuis longtemps. Ah, l'analyse de risque. Ah oui, mais là, c'est pas que pour la déco, là. Ah, gestion des incidents. Ouh là là. Utilisation de solutions pour de l'authentification continue ou du multifacteur, cyberhygiène, etc. Donc il y a quand même un certain nombre d'éléments dans l'ISE qui ne sont pas nouveaux. Le dernier point important à noter ici, c'est effectivement le calendrier. Normalement, vous avez tous entendu parler de cette date-là. Donc il y a la date limite de transposition pour les différents États, ce qui veut dire que normalement la limite devrait être au 17 octobre 2024. Semblerait qu'il y aurait un petit peu de retard compte tenu des événements récents par rapport par exemple à l'Assemblée nationale. C'est possible que ça arrive un petit peu plus tard. À ma connaissance, et les informations que j'avais pu avoir au niveau des correspondants d'ANSSI avec qui j'étais, peut-être qu'il y en a dans la salle, vous avez dit on avait annoncé quelque chose vers septembre. Peut-être que ça va décaler, on verra bien pour avoir justement le décret d'application et les mesures claires. Le point important, et pourquoi c'est un point d'actualité, on pourra faire le lien avec le rétexte du GHT 05, c'est que à partir du moment où on aurait le décret d'application, on s'attend à ce qu'il y ait un an, peut-être un petit peu plus, pour pouvoir mettre en place effectivement ces mesures. Donc on est vraiment dans
dans l'air du temps par rapport à ces éléments-là. Donc, maintenant que je vous ai bien assommé sur la partie conformité, mais vous avez une petite vue quand même, j'espère, sur la partie NIS 2, ce qui est intéressant, c'est de dire, bon, très bien, mettons ça en parallèle avec la réalité du terrain. Alors, ce qui est intéressant, le GHT 05, alors, au niveau du GHT 05, on est intervenu parce que il y avait d'abord un point de départ, c'est qu'il y avait une problématique de constat déjà. C'est-à-dire, ok, on sait qu'on a des écarts par rapport à ce qui est attendu, il faut qu'on établisse le constat. Donc on est intervenu chez eux en disant, ok, on va voir au niveau de l'établissement support. J'ai acheté 0,5 établissement support, Gino vous en parlera, j'ai une carte juste après. On est sur le site de Gap et on va les regarder justement, tiens, on va les vérifier, on va les comparer, la 27001, la 27002, enfin 27001 et l'annexe, la 27018. On va regarder aussi avec la prise de position de l'ANS sur les mesures spécifiques. On va comparer avec les références. D'ailleurs, petit clin d'œil, hein, très bon document ici, qui est présent. Et on va s'appuyer là-dessus pour pouvoir établir le constat et une feuille de route en vue d'être en lien avec la NIS 2. Ce que je vous propose par rapport à ça, c'est donc de voir un petit peu comment ça a été vécu par le DSI. Alors malheureusement, Eugenio nous a prévenu assez récemment, la semaine dernière, qu'il ne pouvait pas venir pour des raisons qui lui sont propres. Vous avez ici une vue du GHT 05 qui est un peu particulier, avec donc le Chicas et son site principal de Gap ici. Si vous le permettez, on va laisser la parole à Eugenio. En direction commune. Donc moi, mon périmètre d'action en tant que DSI est vraiment ciblé sur les 4 établissements de la direction commune et c'est moi le DSI des 4 établissements. Donc avec des objectifs d'harmonisation des installations, des pays communs, identifiant unique de patients et outils partagés à niveau de laboratoire et d'imagerie et de la pharmacie. Oui, donc dans ma direction, moi je suis DSI. Après, on a une équipe informatique par chaque établissement. On a avec notamment un ingénieur réseau sur le Chicas qui après essaie d'aider un peu les autres établissements de la direction commune. Nous sommes aidés par un RSSI à niveau GHT et un DPO à niveau GHT qui sont détachés de la DSI, donc il réfère directement à la direction, à la directrice générale. Et après, à niveau de direction, toute la direction fonctionne en direction commune, donc on se déplace sur les différents sites. C'est intéressant. Il y a eu un point aussi peut-être de bascule entre, on va dire, hôpital numérique et puis la cible à moyen terme au niveau du GHT. Et par exemple, la bascule sur le côté personne unique sur l'établissement support vers la direction commune au niveau GHT avec une réflexion d'ensemble, en particulier sur la partie objectif et conformité. Oui, c'est ça. Disons que la première réflexion, oui, a commencé avec hôpital numérique, mais donc moi je suis en place depuis 2018 sur le centre établissement de Briançon et en tant que DSI depuis un an. Mais c'est surtout avec Open qu'on a pu avancer à un niveau d'harmonisation des outils, avec un gros projet des pays communs sur les établissements de la direction commune. On a d'abord fait un serveur de rapprochement d'identité sur lequel on a basé le déploiement de DPI communs. Et surtout grâce à l'aide de programmes Open. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça nous amène, on glisse tranquillement vers dans quelle mesure donc on est intervenu et les travaux d'Axience. Et donc la demande d'avoir un état des lieux, en gros, un pré-audit. C'était vraiment un pré-audit d'accompagnement avec les enjeux donc HDS, donc pour l'établissement support du GHT 05, donc des Alpes du Sud. Oui, le Chicas, disons, est bien sûr l'établissement
son support, mais à niveau dimension est largement le plus important de notre GHT, équipé avec une salle serveur principale et une deuxième salle serveur sur notre bâtiment en relais à notre disponibilité. Avec une capacité à niveau serveur de pouvoir absorber aussi l'activité informatique des autres établissements les plus petits. Les petits établissements, aujourd'hui, ils sont pas en capacité de se mettre, disons, à niveau sécurité, à niveau équipement, selon ce que est souhaité et demandé. Et donc, la réflexion à niveau de la direction commune était celle de profiter des capacités de Chicas pour venir en aide et en support des établissements les plus petits et les moins équipés, pour éviter de multiplier les investissements et aussi pour éviter de utiliser trop cette idée de mettre tout sur le cloud, d'héberger ailleurs et de n'être plus maître de nos données. Donc moi, la logique un peu de base que j'essaie d'appliquer depuis l'année passée que je suis devenu au DSI est celle de considérer le valeur de nos données comme une valeur très importante, je dirais fondamentale pour le soutien et la vie de nos établissements de santé et de nos patients et se mettre dans les conditions de pouvoir les héberger, les protéger et les exploiter au mieux. Peut-être parler un tout petit peu rapidement de la fonction sécurité. Le Chicas a été nommé opérateur de services essentiels ESO déjà il y a quelques temps. On s'est mis il y a 2 ans, je dirais, en ordre de marche pour avancer sur, disons, la certification de l'établissement. Et dans ce cadre, on a embauché un RSSI à temps plein qui était orienté vraiment OSO pour le Chicas. Donc, il a commencé son travail, toute la partie d'audit, de définition de la PSSI et tout ce qui va avec. Après, on s'est rendu compte que ce rôle pouvait être un peu élargi et transformé un RSSI de GHT et coordonner les RSSI de site qui normalement sont les RSI, mais ils font pas que ça, donc c'est difficile pour eux de tout traiter, c'est clair. Donc, cette figure de RSSI de GHT à temps plein a vraiment haussé le niveau de compétences, de connaissances et d'esprit et attentif vers la sécurité informatique sur le territoire aujourd'hui. Et donc, ce travail qu'on a fait avec vous, on l'a fait en lien avec notre RSSI et c'était super intéressant justement parce qu'on arrive à bien s'entendre et avoir des objectifs communs ensemble sur l'établissement support. Vraiment le contexte d'intervention, effectivement, qui permet tu peux avoir un petit peu de hauteur et puis aussi d'essayer d'absorber la vague dans le cadre de ce pré-audit, donc d'accompagnement qui a permis de faire le lien et puis surtout de pas voir ça comme un Everest à gravir, mais plutôt dire ok, on choisit nos chantiers, on voit la direction, ça permet de jalonner et on le dira jamais assez, c'est vraiment le jalon qui est important. Dans le cadre de ce travail-là, on est sur site, on a interviewé un certain nombre de personnes, y compris des cadres de santé, y compris des utilisateurs. Ça nous a permis vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Suite à ces éléments-là, il y a eu donc une restitution au niveau direction du GHT, qui a permis aussi d'avoir cette vision d'ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu d'une part des conséquences et d'autre part des impacts de cette mission pour vous? Ouais. Mais alors d'abord, on trouve que la chose la plus importante soit de bien définir et clarifier les besoins quand on parle de l'informatique. Donc et surtout de la sécurité informatique, parce que souvent les préconisations et les prérequis de sécurité
informatique risque de devenir très contraignant pour les utilisateurs et on fait à niveau des équipes informatiques des estimations, des évaluations qui sont pas forcément bien calées sur les besoins de terrain. Donc, ce que je trouvais très intéressant du travail qu'on a fait avec Axien, c'était vraiment de aller aux rencontres des utilisateurs, différents rôles et de comprendre leurs besoins, leurs difficultés au quotidien et le fait que ce soit fait par un tiers et pas le service informatique en interne, ça donne une certaine distance qui permet de lire un peu plus objectivement les besoins et c'est pas que la critique directe parce que je fais un ticket il y a 3 jours et personne m'a répondu parce que quand c'est l'informatique qui va se rencontrer, on risque toujours de se coincer sur la petite situation particulière qui s'est mal passé et difficilement on arrive à avoir une vision d'ensemble des besoins. Ça nous a permis d'avoir une vision plus claire de ce qu'on veut faire et comment réorganiser le service, surtout de Chicas. L'organisation interne du service a été très ciblée, projet entre guillemets, et pas trop lien au quotidien avec les utilisateurs. Donc, avec la restitution qu'on a eue de cet audit, on peut voir que c'est de là qu'on doit repartir et on va faire une réorganisation de notre service en ce sens-là. Au total, le bilan, de se poser la question et d'avoir fait cet accompagnement donc en vue donc de la qualification HDS et les travaux qui en ont découlé, ça vous a permis donc d'avoir une vision d'ensemble, de remettre en perspective effectivement avec d'une part les besoins utilisateurs et les normes. Donc au final, les obligations, donc là typiquement la NIS 2 qui arrive, la MU de l'OSE si je puis dire, qui va arriver, etc. En fait, tous ces éléments-là, ça constitue du coup une opportunité pour entre guillemets de rendre les services un petit peu plus efficients en se servant du coup de ces obligations pour pouvoir faire avancer les différents chantiers au niveau des établissements. Tout à fait. Et aussi, je pense que c'est très important de souligner le fait que ce type d'action a permis une sensibilisation forte de la direction générale qui enfin a pu se rendre compte de l'enjeu à niveau sécurité, mais aussi à niveau de fonctionnement au quotidien. Il faut pas travailler, je pense, sur les deux axes séparément. Il faut unifier l'activité de la DSI vers la sécurisation et vers l'utilisation, mais en harmonie. Et si le DG comprend ce type d'esprit, c'est aussi beaucoup plus simple de planifier ensemble, étudier des nouvelles opportunités à niveau de service, de renforcer les équipes et réorganiser un lien avec la DRH. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le résultat le plus intéressant de notre travail ensemble. Est-ce que ça fait évoluer la perception des contraintes réglementaires au niveau de la direction générale en disant bah voilà, effectivement on peut s'appuyer dessus pour avancer, plus que effectivement ça rajoute entre guillemets une couche au millefeuille des contraintes qui peuvent arriver? Mais alors, j'admets que malheureusement, le fait que on a très souvent des établissements qui subissent des attaques informatiques déjà a fait son effet à niveau de la direction générale. Donc, on commence à voir, comme je dis souvent, la sécurité informatique un peu comme la sécurité incendie. Et donc, c'est une évolution de pensée que c'est intéressant aussi pour nous à niveau d'opportunités organisationnelles
opérationnel. Mais oui, bien sûr, le fait d'avoir montré aussi un plan d'action que vous avez construit à la suite de notre audit, ça montre l'enjeu, mais c'est concret, c'est quelque chose qu'on a devant nous et que donc, sans trop d'angoisse, on peut commencer à travailler et c'est ça, franchir les étapes. On sait on a de la marge. On y va. Non, mais Ouais, c'est ça. est-ce que vous avez un message à faire passer ou un point spécifique que vous voudriez aborder qu'on n'a pas abordé, Eugenio? Mais non, moi, surtout, je reste convaincu que chaque situation doit être analysée et prise dans sa réalité de terrain. Mais pour nous, l'expérience de du GHT, de notre territoire, c'est vraiment important de faire avancer de point de vue de niveau de sécurité parce que même en tant que opérateur de santé, on est les seuls en capacité de mettre ces types de technologies en place, ces capacités de se mettre en sécurité informatique, qui peuvent être aussi proposées à d'autres opérateurs de la santé qui peuvent pas nécessairement en partie de notre GHT. Donc, moi, je vois aussi une opportunité dans ce sens-là. D'accord. Et c'est pour ça que mes équipes sont motivées aussi à avancer sur ce sujet. Moi, je vois un dernier retour positif en termes de conséquences de ce type de travail. C'est aussi le côté décloisonnement. C'est-à-dire que ça a permis typiquement de faire évoluer la relation entre les services informatiques du territoire et par exemple l'équipe du SAMU. Ce travail-là, qui est une approche d'ensemble, a permis de faire avancer ces points-là où, malheureusement, effectivement, au lieu de s'arrêter à des problèmes, ça a permis de changer un petit peu quand même le regard. Et puis aussi, côté par exemple SAMU, de voir un petit peu l'état côté services informatiques, la taille de la marche, ce qui tu peux aller faire, etc. Et puis, côté services informatiques, dire, OK, c'est pas un puissant fond, on peut avancer et hiérarchiser comment les éléments vont avancer. Bon, écoutez, on a conscience que c'est moins confortable que si on avait eu Eugenio lui-même et que ça peut être un peu assommant pour vous finir après la partie conformité. Ceci étant dit, il y a quand même des choses à retenir de tout ça. Alors, la première chose, c'est effectivement le côté clarification du besoin et vraiment d'identifier le delta pour inscrire les travaux associés à la NIS2 dans les chantiers d'ensemble et à un niveau GHT. Le deuxième point, c'est effectivement le fait de dire, OK, le constat, l'évaluation d'ensemble, et là je parle bien niveau GHT, pas que établissement support. Il y a un point qui était important, c'est ce que disait Eugenio. Au départ, ils avaient fait un recrutement d'un RSSI sur l'établissement support, puis après qui est monté sur la partie GHT. Il y a un point qui est un point bonus, qui est le fait de dire, OK, c'est un tiers extérieur, pas forcément un prestataire d'ailleurs. Pour l'anecdote, ce qui est intéressant au niveau du GHT 05, c'est que compte tenu de la taille de l'établissement, le DPD, par exemple, est mutualisé GHT 05, GHT 04. Donc, ça permet d'avoir une double vue. L'autre point, c'est de dire, voilà, on a fait l'évaluation d'ensemble, on a l'état des lieux, encore faut-il l'acter, et cette fois on a l'état des lieux d'ensemble. Entre guillemets, donner les clés, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, on donne la vue et la taille de la marche. Et on a conscience que, voilà, typiquement demain, pour aller vers de la conformité NIS2, c'est un chantier de plusieurs années au niveau du GHT 05. Ils en ont conscience. Le point aussi donc, qui a été évoqué, c'est le fait de faire le lien entre l'ADSI, le responsable informatique et les utilisateurs, que ce soit les praticiens et les utilisateurs. Et puis un point qui a vraiment été important, et je l'ai entendu souvent ici, c'est un axe supplémentaire pour sensibiliser la direction générale. Alors, j'ai bien retenu tout à l'heure que on surestime la représentation des CH ou des établissements publics de santé dans le cadre des crypto-lockers. Mais ceci dit, ça fait avancer les choses au niveau des directions générales. Et typiquement, quand on est allé voir la direction générale, un DSI avait les éléments en disant, voilà, voici la taille de la marche pour aller vers la conformité NIS2,
pour pouvoir avancer sur les chantiers en cours, y compris la partie HDS, qui sont qualifiés. Et voici le risque qui est en face. Ça a vraiment donné des clés au DSI pour pouvoir avancer. Et ça a un petit peu soulagé son RSSI. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Au total, le bilan de tout ça, c'est que, évidemment, il faut prendre le NIS 2 comme un vecteur supplémentaire pour pouvoir avancer. Et il y a un point qui est, à mon sens, et là c'est moi qui parle, fondamental par rapport à tout ça, c'est que j'imagine, sur base de ce qu'on sait déjà de la NIS 2, la majorité des éléments présents dans le texte, en tout cas la philosophie des éléments, ne sont pas vraiment des surprises. Alors certes, il y a une taille, ça nécessite des investissements, mais on passe de c'était une bonne pratique à il va falloir le faire. C'est là-dessus qu'il faudra se concentrer. Donc, pour répondre à tout ça et puis essayer d'avancer, chez Axians, donc, on a travaillé sur une offre cybersécurité qui s'appelle Solar chez nous. Globalement, partie des différents contextes, la pénurie de compétences, les conformités, on vient d'en parler, et puis tous les environnements qui arrivent. L'année dernière, on avait fait un sujet sur la sécurisation de l'IoT médical, tout le biomed. Alors, je trouve, c'est très encourageant de voir des gens de la FIB présents ici, et peut-être c'est un sujet qui est vraiment très important. Donc voilà, il y a tous ces événements, et donc on essaye d'apporter pour ça notre contribution. Alors, on parlait d'un vertical santé chez Axians qui est important. De la même façon, dans l'offre cybersécurité, on essaye d'apporter une spécificité sur la partie santé. Alors, au-delà des partenaires avec qui on travaille, etc., il y a surtout trois vecteurs intéressants. Il y a la capacité d'avoir la gestion du biomédical et des environnements à travers la connaissance de l'IoT. Axians travaille beaucoup là-dessus. L'IoT dans le bâtiment également. Et là, on sait s'appuyer sur Vinci Building avec des gens qui font du facilities management et qui sont présents régulièrement dans les hôpitaux. Et également sur la partie OT, puisqu'on retrouve de l'industrie finalement dans l'hôpital, sur la gestion de la stérilisation, sur les climatisateurs, sur les puissances électriques. Et donc on a des personnes comme Actemium et Agomexom qui sont déjà présentes et avec qui on travaille régulièrement pour essayer d'apporter le vernis IT cyber finalement et essayer d'avoir une offre complète. Alors globalement, notre offre, c'est quoi? C'est on va tout ce qui va être réagir sur la gestion de crise et les analyses. Ça va être la supervision, alerter les SOC, les SIEM, etc., tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, la sécurisation avec la mise en place d'infra, de solutions sur les différents périmètres. Ce qui est très important également, c'est la sensibilisation et les formations. Donc, aller parler de crise cyber, comment on réagit quand il se passe quelque chose. Se préparer, donc les plans de gestion de crise, les rémédiations, tout ce que vous connaissez. Et puis, se connaître avec toute la partie audit. C'était un exemple sur analyser, faire un point d'arrêt, savoir où on va. Alors Axians est présent en Europe avec des SOC sur l'ensemble du territoire européen et l'idée c'est surtout d'avoir de la proximité, d'être présent avec des SOC régionaux qui coordonnent toute cette action. Et bon, puisqu'on parlait de NIS 2, on va quand même faire un petit zoom sur NIS 2 et donc Sébastien, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider sur cette action NIS 2? Oui, non, le point c'est pas de vous présenter une offre, c'est-à-dire voilà, donc il y a différents vecteurs qui sont il y a différents vecteurs qui sont possibles et utilisables. Il y a des choses normalement que vous faites déjà. Vous avez vu dans les 10 points au niveau de la NIS 2, vous aviez le point, typiquement de mémoire le premier, lié à l'analyse de risque. Donc ça pose la question du périmètre, de l'univers des risques, de qu'est-ce que je mets dedans. Et souvent, ce qu'on a pu constater, alors pas spécifiquement, typiquement c'était pas le cas pour le GHT05, mais dans d'autres établissements, où on avait le côté... hôpital numérique, plutôt sur étagère, procédure sur étagère, etc. Et ça creusait le creux avec le biomed, avec les bonnes pratiques dans les faits. Un retour d'expérience intéressant, et on en parlait avec Eugenio, c'est que typiquement,
C'était la première fois qu'on faisait vraiment le lien au niveau de son GHT avec les équipes du SAMU et le gestionnaire du SAMU. Mais ça a permis vraiment de faire avancer les choses et les chantiers par rapport aux enjeux informatiques dans le cadre de l'exécution de ce service-là au niveau de l'hôpital qui le portait. Donc tout ça pour vous dire que les éléments que vous avez derrière moi, ces éléments à considérer, c'est ce que, nous évidemment, on peut vous accompagner, vous pouvez aussi les prendre en direct, c'est pas l'objet, et ça vous permet de structurer votre approche sur la NIS 2 et sur les éléments que vous pouvez emporter. Il nous reste assez peu de temps. Je voudrais juste prendre un tout petit peu de temps pour vous remercier. Puis si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Le point vraiment et le mot de la fin par rapport à ça, pour reprendre ce que disait Eugenio. 1. Évidemment, il faut se débrouiller d'embarquer la direction générale. Et la NIS 2, ils vont en entendre parler. C'est un vecteur. Servez-vous-en. C'est le surf sur la vague. C'est pas que, oh là là, je rajoute une couche. Ça, c'est Et ce qui est intéressant, c'est vraiment l'association qu'on peut avoir entre un DSI, un RSSI, les équipes Biomed, les équipes SAMU. Et en fait, c'est l'association de tous ces gens-là qui arrivent à faire progresser. Et comment on utilise finalement NIS 2 ou CARE, il peut y avoir d'autres solutions, pour arriver à faire avancer le sujet. C'est une obligation de conformité qui vous permet de mettre du lien et d'embarquer la direction générale. Et je vous invite à méditer ces points. Ouais. Je vous remercie. Merci. Si vous avez quelques questions, il nous reste tout petit peu de temps pour répondre. Il nous reste 2 minutes. Déjà, merci beaucoup pour ce petit point sur la conformité, parce qu'on a parlé beaucoup de technique et beaucoup de technologie, donc ça fait du bien de parler un peu de conformité aussi. Voilà. Donc merci pour votre présentation. Je pense qu'on peut les applaudir déjà. Et du coup, on a encore 2 minutes pour les questions. Nakil Alouz, DSI à La Ferté-Bernard, je suis un local, également référent sécurité système d'info. Vous avez parlé juste à la fin là d'un point qui m'a interpellé par rapport à la notion de relation avec les directions générales. NIS 2, c'est bien, par contre ça va avoir un coût. Et le coût, malheureusement, au niveau des finances, on n'a pas beaucoup de finances. Comment on va faire? Alors, c'est effectivement l'un des sujets, et puis il a été énormément évoqué à l'APSI sur le côté budgétaire. Alors, le point, et là spécifiquement, c'est que au-delà de la direction d'établissement, c'est remonté jusqu'à la direction du GHT, et ça a permis typiquement, voilà, la taille de la marche. Donc, pour le GHT 05, effectivement, il faudra plusieurs années pour se mettre en conformité par rapport à leur budget SI actuel. J'insiste, SI actuel. Donc si vous voulez, comment vous allez faire, ça peut vous permettre, ça peut être un vecteur pour vous permettre justement d'avoir des budgets supplémentaires. Bon, je ne vais pas parler de CARE, je ne vais pas parler de ces éléments-là, mais le domaine 2 de CARE sur la partie typiquement résilience et sauvegarde, ça peut être un axe, mais c'est pas un axe qui est suffisant. Mon sentiment personnel, c'est que ça permet vraiment de poser les jalons et de savoir où on peut avancer. C'est-à-dire qu'on se dit, de toute façon, j'ai pas le budget, la marche, elle est trop haute, on n'y arrivera jamais. On dit non, ok, on dépile la pelote et on prend des arbitrages avec la direction générale. Donc si vous allez voir une direction générale où on a découpé les éléments en petits lots qui rentrent dans votre budget, ça permet à dire à la direction générale, ok, on va y arriver, et vous arrivez à les embarquer comme ça. Mais je suis d'accord avec vous, il faut y mettre un petit peu d'enthousiasme, sinon on n'y arrive pas. Et je pense qu'on n'aura pas le choix non plus, parce qu'elle est un peu obligatoire. Merci beaucoup. On peut les applaudir encore une fois.